Le thème aujourd'hui que nous allons traiter est sur la société de la connaissance et surtout sur quelle éducation pour réussir à devenir un honnête homme, je dirais, dans la société de la connaissance. Le problème, c'est déjà de définir ce que c'est que la société de la connaissance. On la devine, on la voit poindre, on voit que l'industrie recule dans nos pays, dans les pays occidentaux, mais on ne sait pas exactement pourquoi, pour quel modèle. Et donc j'ai autour de moi des invités qui vont pouvoir parler avec vous dans un débat qui a été préparé aussi par des étudiants, auxquels je passerai la parole au début du débat et qui poseront des questions. Et ensuite la salle pourra s'exprimer. Donc des invités qui sont tous des spécialistes du sujet, parce qu'ils travaillent dans le milieu de l'éducation, qui en sont des spécialistes. Donc je vais vous les présenter l'un après l'autre. Donc à ma droite, j'ai Marc Drilech, qui est directeur général du groupe Pionis. Le groupe Pionis, c'est 15 000 étudiants en France et des écoles comme le SME Sudria, l'EPITA, l'EPITech. À ma gauche, j'ai Axel Kahn, que vous connaissez sûrement tous, qui est un grand généticien mondialement connu et qui a pris, je dirais, je sais pas, le risque, en tout cas le challenge de devenir président d'une université il y a maintenant un peu plus d'un an et qui donc dirige l'université Paris-Descartes, une grande université française connue dans le monde entier. J'ai aussi dans mes invités Marc Luitz, qui est docteur en philosophie, qui a travaillé avec Jacques Delors pendant 10 ans et qui a travaillé sur toutes les questions de prospective et qui pourra nous éclairer, puisqu'il a même écrit un livre sur la société de la connaissance. J'ai aussi Bernard Ramanantsoa, qui est directeur général de HEC, qui vient de présenter un nouveau programme d'expansion d'HEC là, récemment, qui donc pourra nous dire comment il voit les étudiants d'HEC, comment il voit les étudiants en général dans cette société, et qui insiste beaucoup dans ce qu'il dit sur le fait que dans une société en crise, on a encore plus besoin de cerveaux bien faits, comme normalement ils arrivent à en produire à HEC. Et enfin Dominique Tisse, à ma gauche tout au bout, qui est administrateur délégué à la direction générale de la MAIF. MAIF, c'est un assureur, militant comme on dit, et lui-même s'occupe de développement durable, et lui-même est prof de maths à l'origine, et lui-même a une vision importante sur tout ça. Voilà un peu mes invités. Je vais leur demander de présenter eux-mêmes leur vision du débat. Eux-mêmes ont reçu cette thématique il y a plusieurs semaines, ont pu y réfléchir, en commençant donc par, à ma droite, Marc Drilech. Par ordre alphabétique, c'est tout simple. C'est le premier par ordre alphabétique. Alors Marc, votre vision du débat. Je voudrais dire que je vois le débat. Vision du débat, je ne sais pas si une vision du débat sur l'économie de la connaissance. Je voudrais rappeler qu'on est à l'université de la Terre et que le débat sur la connaissance devrait aussi se poser la question de l'environnement par rapport à l'univers de la connaissance aujourd'hui et toutes les remises en cause. Je dirais simplement qu'il y a exactement 9 ans, à Lisbonne, on promettait que l'Europe devait devenir, si je ne me trompe pas, le premier pays au monde pour sa dynamique en matière d'innovation, de création et de novation. Donc peut-être qu'on pourra se poser la question, en tout cas, si la France est aujourd'hui première en Europe, et donc si l'Europe est première dans le monde, et sinon, quelles en sont les raisons? Merci. Écoutez, j'ai passé maintenant la parole à Axel Kahn. Monsieur Kahn, donc vous avez décidé de mettre votre talent au service du développement d'une université récemment. Donc c'est bien pour vous projeter dans cette société de la connaissance? Oui, encore faut-il s'entendre. La connaissance n'est pas un but en soi. La connaissance est un questionnement de tout être humain auquel il ne peut échapper. Je donne souvent de l'être humain cette définition d'un mammifère singulier qui a la curiosité de connaître, la possibilité d'apprendre et l'aptitude à transmettre. Et il ne peut être autrement. La connaissance est un accès à une réponse à ces questions singulières, car elle est basée en principe sur un exercice rationnel. Et la question majeure qui se pose, surtout dans le cadre de ce débat où l'on parle de la Terre et de l'avenir, la question majeure que l'on se pose, c'est en quelle mesure l'homme est-il capable d'intégrer la connaissance à une culture? En quelle mesure cette culture fait-elle lien avec le reste de l'humanité? En quelle mesure cette culture, enrichie par la connaissance, permet-elle de proposer un projet et permet-elle d'y cheminer? Et ce qui m'importe autant que la société de la connaissance, c'est le projet que l'on est capable d'atteindre mieux grâce à la connaissance. Merci. Monsieur Luitz, donc vous avez écrit un livre sur la société de la connaissance. Mais je vais
je vais embrayer exactement sur ce que M. Kahn a dit. Le projet de société de la connaissance est un projet post-capitaliste. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Peter Drucker, le principal auteur du management dans le monde. Et il dit ceci: dans la société de la connaissance, le capital intervient pour 20% et le capital humain intervient pour 80%. Donc nous sommes dans une logique post-capitaliste. Il faut inventer, il faut créer. Alors, très rapidement, 11 caractéristiques de la société de la connaissance, mais je vais aller très vite. La création de valeur, qui est le centre de l'économie, ce n'est plus ajouter de la valeur à l'objet, c'est appliquer de la connaissance pour créer de la connaissance. Nous sommes dans un autre monde. 2, l'outil de production n'est plus la machine, c'est le cerveau humain. Et donc la bataille entre marxistes et capitalistes pour la propriété des moyens de production, fini, parce que le moyen de production, il retourne à la maison tous les jours. Si vous n'êtes pas bon avec le moyen de production, il va travailler chez un autre. Et donc tout d'un coup, on découvre que HR, Human Resources, RH, c'est très important. Sinon, votre compagnie, fini. 3, le capitalisme, nous sommes dans un post-capitalisme. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. Nous assistons à la fin de la société industrielle annoncée par tous les futurologues. Elle s'écroule très rapidement. Le management est évidemment centré sur l'humain puisque le capital est là. Le leader ne peut plus faire commande des contrôles, les valeurs patriarcales, ça ne marche plus. Vous ne pouvez pas donner l'ordre à quelqu'un d'être créatif. Comment est-ce qu'il faut favoriser la créativité? Vous savez comment? En touchant le cœur et l'âme des gens. Mais ça, c'est un autre management. C'est nouveau. Il y a des natures et découvertes. Et voilà, ça sont des gens qui sont dans la société de la connaissance. Ils créent de intangible assets. Et ça, c'est le point 6. La mesure de la valeur de votre entreprise devient à 50% matériel et à 50% immatériel. Qu'est-ce que c'est une économie qui s'immatérialise? On ne sait pas encore très bien. Mais ce qu'on sait, c'est que la bourse tient compte à 50%, 60% aux États-Unis, 43% ici, le chiffre officiel, tient compte de la valeur immatérielle de votre entreprise. Et dans les valeurs immatérielles, ce qui compte le plus, c'est l'écologie et le social. Est-ce que votre entreprise est part of the problem or part of the solution? Est-ce que vous êtes dans ceux qui font problème à la société de demain, ou bien est-ce que vous êtes dans ceux qui cherchent, avec le reste de l'humanité, une solution? Les brevets, c'est fini. On est désolé, on fera de l'argent autrement. Parce que l'information, elle coule. Il n'y a pas moyen de les objets, on peut les contrôler, les formations, c'est pas la contrôler. La compétition, ben, ça, c'était les valeurs liées aux objets. Quand vous devez créer de la connaissance, il faut collaborer avec vos concurrents pour créer ensemble la connaissance, en réseau. On parle de co-opetition. Le progrès, il est complètement changé. C'est un progrès qualitatif. Alors, tous les jeunes qui vont sur Internet, ils comprennent directement que la quantité n'est plus « this not the issue ». Il y a trop d'informations. What is the issue? C'est la qualité de l'information et la sagesse. Ça, c'est rare. Le social, mais il est obligé. Parce que plus vous intégrez la diversité, les types qui n'ont pas de PhD, qui n'ont pas d'études, plus vous l'intégrez dans votre équipe, plus vous avez de la créativité. Et l'économie, elle change. Elle n'est plus la gestion du capital et de la technologie, elle a la gestion de la créativité humaine. Donc on est dans une autre société. Et donc il faut changer l'éducation complètement. Merci de nous avoir aidé à présenter le débat et surtout à définir ce que c'est que la société de la connaissance. Monsieur Ramanantsoa, vous adhérez à ces idées? Vous êtes face à un nouveau management, une nouvelle nécessité d'apprendre à faire manager vos étudiants? Oui, incontestablement, ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs est incontestable, non contestable. Je vais quand même faire semblant de contester un point. C'est dans le titre.
Quelle éducation pour nous préparer à la société de la connaissance? Je crois que nous y sommes dans la société de la connaissance. Et donc, pour le dire de façon un peu provocante, il serait temps de se préparer, hein, parce que je pense qu'on y est. Alors, quand je dis qu'on y est, il y a un enjeu majeur, si je le prends au niveau social, sans négliger évidemment le niveau individuel qui a été évoqué. Je crois qu'il y a un vrai problème de compétitivité aujourd'hui à travers cette société de la connaissance. Et c'est encore pire que ce que l'on dit ou que ce que l'on lit. On dit très souvent qu'aujourd'hui, les pays occidentaux vont être obligés d'investir dans la connaissance pour contrecarrer la compétitivité des pays émergents qui, eux, puiseraient leur force uniquement dans une main-d'œuvre peu qualifiée et peu rémunérée. En fait, c'est une erreur grave. Les pays émergents ont cet avantage d'avoir une main-d'œuvre, cet avantage concurrentiel d'avoir une main-d'œuvre peu rémunérée, mais ils investissent également massivement dans la connaissance. Donc, ils jouent sur les deux domaines. Donc, il est urgent qu'on arrête de se préparer. Vous rappeliez la date du traité de Lisbonne. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis ces 9 ans, pendant ces 9 ans. Et je pense que c'est quelque chose de majeur aujourd'hui que cette société de la connaissance en termes de compétitivité. Alors ça pose à mes yeux, 2-3 problèmes. Le premier problème, c'est la dimension de l'interculturel. Ça a bien sûr été déjà évoqué. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de majeur. Et vous me posiez la question d'une nouvelle pédagogie du management. Je crois qu'un des enjeux majeurs, c'est comment prendre en compte l'interculturel, sachant qu'évidemment, on n'enseigne pas l'interculturel. En tous les cas, on ne l'enseigne pas classiquement. Donc ça, c'est une première grande question. Et puis alors, il y a une autre grande question qui, à mon avis, est très difficile à résoudre et qui est le véritable enjeu dans lequel nous tombons aujourd'hui, notamment en France, enfin en particulier en France, c'est l'articulation entre ce savoir diffus, accessible par Internet, j'allais dire sans savoir si c'est de la connaissance, si c'est du savoir, ou si c'est de l'approximation, ou si c'est de la contre-information. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est très utile, enfin tout le monde s'en sert. Et en même temps, le piège, si on considère que c'est ça qui est utile, c'est qu'on a tendance à ne pas investir dans la production de savoir, dans la production initiale de savoir, et en l'occurrence en termes de recherche. Et je pense que ça, c'est un autre enjeu, c'est comment on fait des individus, comment on forme des individus, comment on entraîne des individus, à la fois à ratisser large, c'est-à-dire à raisonner par analogie, à être capable d'aller prendre une idée à gauche pour la transformer, en faire quelque chose à droite, et puis en même temps, donc ratisser large d'un côté, mais en même temps labourer profond. Et ça, je pense que c'est un grand enjeu pédagogique dans la société d'aujourd'hui. Merci d'ouvrir le débat comme ça. Je vais finir avec M. Thies. M. Thies, vous êtes un peu la vision de l'entreprise, vous êtes dans une entreprise qui recrute des jeunes aujourd'hui. Vous les trouvez bien de vous recruter? Il y a beaucoup de ressources positives chez les jeunes. J'ai 2 filles et je les vois vivre dans leur environnement et c'est vrai qu'elles ont vraiment envie d'un monde un peu différent, voire beaucoup différent de celui dans lequel on vit. Et ça, c'est quelque chose de porteur parce que si la volonté des jeunes arrive à effectivement se concrétiser pour infléchir un certain nombre de situations, alors on aura une société plus cohérente. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas enseignant en université, je suis quelque part avec des responsabilités en tant que citoyen engagé, sociétaire au plus haut niveau de la mutuelle. Mais ce qui me frappe toujours, c'est que la mutuelle est d'abord une forme économique différente, qui n'est pas basée sur des sociétés de capitaux et qui est basée sur la réciprocité, en théorie, entre tous les sociétaires qui s'unissent pour un objectif. Et donc, quelque part, la question qui nous est posée, elle tourne autour de 2 mots. Comment éduquer à vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire le mot éduquer? Je crois qu'il faudra qu'on approfondisse cette notion très importante. Qui est en charge d'éducation? On peut mettre d'ailleurs éducation au pluriel de mon point de vue. Et d'autre part, par rapport aux connaissances, le praticien que je suis dans l'entreprise constate que trop souvent l'entreprise fonctionne en silo et que quelque part, il faut chercher à faire en sorte que les hommes soient en situation de coopération naturelle. Coopérer, c'est opérer ensemble pour une finalité qui est bien dans les consciences et qui a été choisie en responsabilité. Et on tourne alors autour, bien évidemment, de sujets qui sont extrêmement importants. C'est comment fonctionne l'être humain. L'être humain, c'est
Axel Kahn l'a défini bien mieux que moi, mais à mes yeux et avec beaucoup de simplicité, j'aime beaucoup le mot de personne plutôt que le mot d'individu, parce que l'individu fait appel à une notion de repli sur soi, alors que la notion de personne, c'est à la fois un corps, un esprit indissociables qui vivent ensemble, finalement en conflit, en ambivalence, tout ce que vous voulez, mais quelque part la personne, elle est d'abord en relation avec les autres. Et donc la relation avec les autres est pour moi quelque chose de très important. Donc quelque part, comment apprendre à comprendre l'autre. Je m'excuse de parler de ma mère, mais ma mère me disait toujours, ne juge pas, comprends. Cherche d'abord à comprendre comment les choses arrivent et ensuite tu pourras effectivement peut-être avoir une opinion. Donc comment apprendre la compréhension? Apprendre la compréhension, c'est apprendre l'incompréhension. Pourquoi il y a du racisme? Pourquoi il y a du mépris de l'autre? Pour que ces choses-là, bien évidemment, qui sont préjudiciables au développement de l'humanité, disparaissent. Apprendre, mais ça tout le monde l'a dit, que nous sommes dans un destin terrien depuis Magellan et même avant Marco Polo. L'enjeu est planétaire et on n'a pas à avoir des replis sur soi. Comment faire en sorte qu'on ait bien conscience de l'identité humaine dans toutes les composantes contradictoires qu'elle contient. Et puis ça pose aussi cette problématique de la connaissance, l'enjeu de la démocratie. Moi, je suis en mutualité, et encore une fois, il y a des fonctionnements démocratiques. Ils ne sont pas forcément parfaits, mais enfin, ils existent bien dans l'entreprise, dans la mutuelle. Il n'en reste pas moins que ma vision du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on forme quand même des gens qui sont des experts et qui, au nom de l'expertise, oublient peut-être que, ils peuvent être dans l'erreur. Toute l'histoire des sciences est une suite de connaissances qui portent en elles-mêmes des erreurs potentielles et des biais. Et donc ça, il faut bien en tenir compte. Et la question qui pour moi est importante, c'est comment nos sociétés vont-elles faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à la connaissance pour pouvoir prendre part à la vie sociale et lorsqu'il y a des orientations fondamentales, décider en conscience, c'est-à-dire en responsabilité. Merci pour cet éclairage vu d'une entreprise qui elle-même s'occupe de connaissances et de faire vivre le lien social. On va passer aux questions des étudiants. Donc, je vous passe la parole et je vous promets après, la salle pourra poser des questions. C'est prévu. Quand c'est rouge, ça marche pas? Ouais. Si, c'est bon, c'est bon. Bonjour, Axel Chuchu, étudiant en seconde année de prépa HEC à l'ISTH. J'aurais une question qui s'adresse tout particulièrement à monsieur Ramatonsoa et aux autres intervenants également. Donc, elle est la suivante. Le capitalisme actuel semble manquer de morale ou d'éthique. Ne devrait-on pas enseigner à une plus grande échelle la philosophie en école de commerce ou plus généralement dans les grandes écoles? Et sinon, que faire pour moraliser le capitalisme actuel? Une vaste question, d'actualité, c'est sûr. Il y a autour de la table des gens qui ont écrit sur l'éthique. Bon, je vais vous répondre de mon point de vue. Alors d'abord, je suis surpris de la première partie de votre question parce que je pense qu'en prépa, vous devez en manger de la philosophie. Hein, vous devez en... Voilà. Donc, et c'est une très bonne chose. Alors, je fais exprès de dire manger, hein, ça ne se veut pas péjoratif. Et je pense que c'est en effet une très bonne chose d'avoir une réflexion, on va dire, de nature philosophique et d'avoir une réflexion de nature transversale, notamment pour aborder ce que vous appelez des problèmes d'éthique. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une deuxième chose qui est un piège dans lequel je ne souhaite pas que nous tombions. Il y a quelques années, je visitais le Harvard Business School et je rencontrais un certain nombre de personnalités autour de Harvard. Et donc, on déroulait leur curriculum pour voir ce qu'ils faisaient, voilà, potentiellement pour s'en inspirer. Et je tombe sur un cours qui s'appelait Éthique et rentabilité. Alors, je demande à voir en détail le cours d'éthique et de rentabilité. Et en appel du cours, il y avait Ethics Pay. L'éthique paye. Alors, c'est très intéressant, et donc je creuse un petit peu plus. Et en effet, je discute avec le prof qui était responsable de ça. Il me dit, oui, on fait des cours, et on montre que quand on n'est pas éthique, alors, finalement, on perd de l'argent un jour ou l'autre.
Alors personnellement, mais ça m'engage moi, mais ça engage un petit peu la pédagogie dans un certain nombre d'institutions, dont celle que je dirige, la problématique de l'éthique ne doit absolument pas être posée comme ça. J'ai même l'habitude de dire que si l'éthique est rentable et si on n'est pas éthique, c'est qu'on est idiot. Il faut quand même être ou maso, c'est-à-dire dire je ne suis pas éthique et en plus ça serait rentable si je l'étais, je ne sais pas à quoi on joue. Et donc je pense que justement on y revient, la réflexion philosophique est probablement la chose la plus importante qui puisse exister pour cadrer cette question-là. Et il faut se méfier des recettes toutes faites sur l'éthique. Et là, je vais sortir un peu de mon champ. Il y a quelque chose qui m'agace un petit peu, c'est quand on décharge la problématique de l'éthique sur des organisations et notamment sur des entreprises, à travers les fameux guidelines ou les business conduct guidelines, etc. Je pense que ça, c'est dangereux. Je pense que là où c'est important, c'est d'être capable de former des gens qui se posent la question de l'éthique et qui réfléchissent pour eux, par rapport à eux, et qui sont capables de prendre leurs responsabilités à leurs différents niveaux dans la hiérarchie de la société, dans la hiérarchie de l'entreprise. Mais ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, alors, dernier point, pour essayer de commenter plus que de répondre à votre question, je crois qu'il y a un certain nombre de disciplines aujourd'hui qui commencent à intéresser les gestionnaires, les chercheurs en gestion. C'est tout ce qui est de l'ordre des sciences cognitives. Et je pense que pour éclairer des problématiques, on va dire, de l'éthique, c'est quelque chose aujourd'hui qui est quelque chose de très important à essayer de comprendre. Alors là, ça pose un vrai problème pédagogique parce qu'on n'est pas des experts dans ce domaine-là, et donc il faut faire attention au ratisser large dont je parlais tout à l'heure. Mais aller voir et aller travailler avec des cogniticiens sur la question est quelque chose qui démarre aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose de prometteur. Merci pour cette réponse. Alors, Monsieur Luyt veut aussi s'exprimer sur le sujet. Je vous passe la parole. Je voudrais ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a une bonne nouvelle. Si vous produisez un bloc d'acier, que vous le produisiez de manière éthique ou pas, ça ne se voit pas. Et donc, dans la société industrielle, l'éthique était plus difficile. C'était a side discipline, une discipline à côté. Dans l'économie de la connaissance, le sens est dans la connaissance. Et si le sens est dans la connaissance, l'éthique y est aussi. Et donc, ce que nous voyons, ce n'est pas par hasard que vous posez cette question, parce que vous sentez que c'est vers là que ça va. Donc, j'ajoute à la réponse que dans la société de la connaissance, la transparence augmente tous les jours, le sens augmente tous les jours, parce qu'il n'y a pas moyen de manager de la connaissance sans sens. Les humains ne sont pas idiots. Et donc, nous sommes dans un shift à 180 degrés vers le sens, vers l'éthique. Pourquoi? Parce que ce que nous traitons n'est plus des objets, mais de la connaissance. Merci. Monsieur Klein aussi. Oui, deux éléments de ma réponse. Premièrement, pas une réponse, un commentaire sur ce que vient de dire mon voisin. Combien j'aimerais que tout ce qu'il dit et son optimisme fussent vrais. Je serais dans ce cas-là le plus heureux des présidents d'université. Je considérerais qu'une partie de la tâche de mon établissement est réalisée. Ce n'est pas exactement ce que j'observe, malheureusement. Je suis généticien. La connaissance du génome est vraiment une connaissance d'une propriété particulière, d'une matière, les acides nucléiques qui portent un code, le code des propriétés biologiques de la matière. Cette connaissance a été progressivement et aujourd'hui massivement brevetée. Dire que les brevets n'existent pas à l'heure de la connaissance, je dirais, on inverse. On est aujourd'hui en un temps où la connaissance est brevetée. Révolution extraordinaire, extraordinaire. Pour l'homme de 1789, il y avait deux ensembles qui étaient d'une part la connaissance, patrimoine commun de l'humanité, et d'autre part l'invention. Et pour que l'invention puisse bénéficier à la société,
dans cet esprit du progrès, des hommes de progrès et des Lumières de l'époque, il fallait que l'inventeur puisse puiser dans la connaissance. Aujourd'hui, elle est d'accès très largement limité et réglementé, et très souvent breveté. La connaissance est un moyen extraordinaire, et la grande question est de savoir c'est un moyen de quoi. Dans de très nombreuses universités, et cela serait vrai de la mienne si nous avions un secteur aussi puissant en mathématiques théoriques, l'une des filières les plus développées, vous le savez, a été les mathématiques appliquées à la prévision bancaire. Le master de P6 est très célèbre. Je suis persuadé qu'à HEC, il y a également des enseignements de cet ordre. C'est d'un enseignement de cet ordre de Lyon 1 que sortait Kerviel, qui avait une connaissance très remarquable. C'était des brillants universitaires. À partir du moment où une connaissance est sans projet autre que d'accroître son bonus, cela aboutit très exactement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. La connaissance en elle-même est un droit. La connaissance est une merveille. La connaissance est un moyen. Mais si on n'est pas capable de dire de quoi la connaissance est le moyen, elle n'est nullement une garantie. Nullement. Et puisque je suis ici avec le directeur d'HEC, il se trouve que HEC est probablement la seule école de commerce dont je n'ai pas été parrain. J'ai été parrain des SEC, d'EDEC, de l'école de commerce de Lyon, de Nantes, de bien d'autres. Et je vais vous dire une question que je posais souvent aux élèves. Je leur disais, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes fantastiques. Vraiment, vous êtes fantastiques. Vous êtes dans une école merveilleuse. Vous êtes parmi les esprits les mieux faits. Vos capacités intellectuelles, vos efforts vous ont permis maintenant, bientôt, d'être diplômés. C'est-à-dire que vous aurez les moyens d'être en charge de vous et du monde. Vous aurez vraiment un élément de puissance. Et là, je m'arrêtais. Et je leur demandais, à ce propos, ce pouvoir que vous avez, gagné de hautes luttes, que voulez-vous en faire? Et là, en règle générale, je voyais une gêne chez tous les élèves brillants qui m'écoutaient, car naturellement, ils auraient pu me dire, nous voulons faire une belle carrière, et c'est légitime. Nous voulons parvenir à l'aisance matérielle, et c'est légitime. Mais ils sentaient bien qu'en général, et peut-être face à moi qui ai écrit beaucoup dans le domaine de la philosophie éthique, c'était un peu juste. Et au-delà, ils étaient un peu gênés pour me répondre. La grande caractéristique de la société de connaissance au milieu du gué, qui n'est pas satisfaisante, est la connaissance sans projet. Alors, une dernière réponse sur le sujet, on va passer à une autre question après. Monsieur de Guilège, vous vouliez ajouter? Oui, ce sera assez court. Je pense qu'il y a beaucoup de sincérité dans une tonne d'acier. Je rencontre rarement des tonnes d'acier, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de sincérité dans une tonne d'acier que dans les déclarations de bonnes intentions de pas mal d'institutions et d'entreprises. Chaque chanteur aujourd'hui se sent obligé d'avoir son association. Chaque institution veut montrer qu'elle a 2 ou 3 jeunes du 93 pour montrer combien elle est ouverte et responsable. Naturellement, chacun est l'ami des oiseaux et de la nature. Et donc je pense que le corollaire de notre société de la connaissance, c'est certainement la société du cynisme, développée avec brio et créativité, et qu'on a intérêt à se méfier. On n'est pas nécessairement à Woodstock. Quand vous prenez un cheval blanc et que vous lui mettez des bandes noires, vous n'en faites pas un zèbre. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, je crois. Attention. Alors, tout le monde va répondre à cette première question. On ne fera pas pareil pour toutes les questions. J'ai vraiment envie aussi de répondre parce que, sans être en contradiction, notamment avec ce qu'ont dit mes voisins, je voudrais quand même rappeler que c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Je crois qu'Auguste Comte disait « savoir pour prévoir afin de pouvoir ». On était dans une époque où le déterminisme était la règle de base et aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus de mise. Autrement dit, il faut faire très attention au contenu de la connaissance parce qu'ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, eux-mêmes porteurs d'erreurs et les mathématisations, pourtant je suis un peu matheux, qui ont généré tous ces phénomènes sont quand même liés à un projet humain, c'est l'enrichissement de certains plus que l'enrichissement que d'autres. Et ça, il ne faut pas oublier que la finalité du projet économique
elle devrait être beaucoup plus partagée et que le capitalisme, même si je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il a apporté du bien-être, il n'a pas forcément bien réparti les richesses. Et je crois que la meilleure des choses que les connaissances devraient prendre en compte, c'est le concept de diversité. Il n'y a pas qu'un système économique. Il n'y a pas qu'un seul moyen d'être heureux. Il n'y a pas qu'une seule méthode de rechercher de la sagesse ou de la sérénité. C'est la diversité qui fait la richesse humaine, et tant qu'on n'aura pas à tous les niveaux de l'éducation, du plus petit niveau jusqu'au plus grand, et ensuite dans les formations continues, dans les apprentissages, aujourd'hui, quelque part, nous sommes en découverte les uns des autres de points de vue qui sont complémentaires, sur des terrains orthogonaux, sur des terrains similaires. Moi, je suis vraiment très partisan de la richesse par la diversité. Ce n'est pas une richesse financière, mais c'est une richesse humaine. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas nous, modestement, dans notre projet, mais ça ne pourra être pris en compte que si la société, dans son ensemble, est capable de reconnaître la diversité comme richesse, y compris dans ses réglementations, ce qu'elle ne fait pas forcément, d'ailleurs. On pourrait prendre le statut de mutuelle européenne, je m'excuse, je suis très long sur le sujet, mais c'est quand même bien au nom d'un modèle unique de connaissances économiques qu'on nie la diversité économique, mais ce qui est vrai sur l'économie, il est vrai aussi à d'autres niveaux. Donc oui à la diversité, c'est la vraie richesse humaine. Et on est à l'UNESCO, donc c'est l'endroit pour le dire. Autre question du panel étudiant. Alors, je ne sais pas qui est en deuxième, s'y colle. Bonjour, je m'appelle Annie Litch, je suis étudiante à Sciences Po et je voulais poser une question à Monsieur Luix, puisque vous avez travaillé avec Jacques Delors, et je me demandais en fait qu'est-ce qui, selon vous, était le moteur du changement, si c'était l'éducation ou la politique. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Kahn juste avant, est-ce que finalement la stratégie de Lisbonne est le projet qui est censé encadrer l'éducation en Europe? Alors, il y a une réponse écrite à votre question, qui est le livre blanc sur la compétitivité en l'emploi, 1993. C'est déjà vieux. Et ce livre disait, en très gros, il faut détaxer le travail, taxer l'environnement et se préparer à la société de la connaissance. Bon, c'est 200 pages, je vous refais un résumé très rapide. Ce livre blanc a été accepté par les chefs d'État, mais pas par les ministres des Finances. C'est un des grands échecs de Jacques Delors. Il y a un petit chapitre sur l'économie de la connaissance là-dedans, mais pas suffisant. Et le gros problème, vous voyez, c'est que la stratégie de Lisbonne de faire entrer l'Union européenne dans l'économie de la connaissance de manière sociale et environnementale, c'est un projet merveilleux, mais les chefs d'État et les gouvernements semblent ne pas avoir compris. Et le gros problème, c'est qu'on applique la stratégie de Lisbonne, qui est post-industrielle, dans des schémas industriels. C'est normal, nous sommes tous lents à changer. Et donc, on a très difficile à préparer l'éducation à la société de la connaissance. Mais ça, il faut tout changer, mais ça, c'est peut-être la question suivante. Monsieur Kahn, vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais bien que vous ajouter quelque chose là-dessus. Vous pensez que vos étudiants sont bien formés aujourd'hui? Je pense que le problème vers lequel nous orientons avec ces deux questions aurait pu être traité dans le grand amphithéâtre de l'UNESCO, où la question centrale est le progrès, car c'est véritablement la question du progrès. Et je crois que par petites touches, on est en train de se rendre compte des origines de la crise du progrès. D'une certaine manière, de l'extraordinaire illusion naïve qui a été celle des femmes et des hommes de progrès durant très longtemps. Le progrès, c'est la conception selon laquelle la connaissance, et ça date du XVIIe siècle en réalité, c'est Francis Bacon qui a dit le savoir est progrès, le savoir est pouvoir, qui est vraiment le mot d'ordre du progrès, le savoir et pouvoir. Descartes rajoutera pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature, etc., etc. La notion selon laquelle la connaissance est le moyen pour l'homme d'accroître son pouvoir dans tous les domaines, dans le domaine économique notamment, et que tout cela manifeste les plus grandes capacités humaines et est la garantie
avec évidemment des aléas, des hauts et des bas, mais tout de même la garantie d'une évolution vers un terme idéal, cette marche d'un pas sûr et ferme sur la route de la vertu, du bonheur et de la vérité dont parlait Condorcet. C'est profondément cette illusion du progrès auquel progressivement il a manqué quelque chose, qui est le projet politique. En d'autres termes, progressivement, éblouis qu'ils étaient par l'évidence que, en effet, le savoir est pouvoir, éblouis et enivrés par le pouvoir de plus en plus maîtrisé ainsi, les hommes et les femmes ont considéré que cela permettait de ne plus se poser la question de ce à quoi l'on voulait réserver ce pouvoir. Et notre situation aujourd'hui, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est cela. Si bien qu'une éducation, un savoir aujourd'hui, est à la fois une éducation sur la nature des choses, les mécanismes, tout ce que l'on peut faire grâce à la connaissance de la nature des choses et des lois de la nature, mais également, pas une éducation, mais une formation au questionnement de ce à quoi l'on va utiliser ces nouveaux pouvoirs ainsi conquis. Cet élément de l'éducation est totalement fondamental, et c'est la raison pour laquelle, de quelque manière qu'on l'appelle, c'est la raison pour laquelle une formation financière, technique, biologique, médicale, qui est dissociée d'une interrogation de type philosophique, moral, comme vous voulez, peu importe, est naturellement insuffisante. L'université dont je rêve, que j'essaye de construire, doit apporter les deux types d'interrogation et les deux types d'entraînement. Connaître la nature des choses et savoir forger le but de l'action. Merci. Je voulais peut-être ajouter quelque chose sur le sujet. Oui. Bon, un premier point, c'est évident que tout ce que vient de dire Axel Kahn, on ne peut qu'y adhérer, je crois, c'est important, surtout en tant que patron d'un établissement. Deux, trois points pour reprendre votre question sur éducation ou politique. Le problème dramatique dans lequel sont tous les pays, c'est que le politique n'a pas la même constante de temps que l'éducation. Et donc le politique, quand il s'empare du problème de l'éducation, il espère régler le problème dans le meilleur des cas, dans les 5 ans qui viennent. Je dis bien dans le meilleur des cas. Et du coup, il reporte les enjeux sociétaux sur l'éducation. Alors que le véritable engagement devrait être un engagement qui commence à la maternelle et qui ensuite se prolonge tout au long de la vie. C'est-à-dire des investissements colossaux et non pas des ersatz que gouvernement après gouvernement, dans tous les pays, on essaie de coller pour compenser les investissements qui n'ont pas été faits auparavant. Donc pour répondre à votre question, c'est bien sûr le politique qui est responsable de ce qui se passe de bien et de ce qui ne se passe pas de bien. Mais la seule façon d'influencer le politique, c'est justement l'éducation. C'est-à-dire que le jour où l'ensemble des citoyens engueulent le politique sur le thème « mais alors, qu'est-ce que vous avez fait ?» alors là, les choses peuvent commencer à changer. Ou qu'est-ce que vous faites? Et là, les choses peuvent commencer à changer. Et on voit bien, par exemple, en France, on voit bien qu'on commence à parler de l'importance de l'enseignement supérieur uniquement depuis 4-5 ans. Avant, c'était un non-sujet. Ça se passait tout seul, souvent mal, quelquefois bien, mais c'était un non-sujet. Ça commence à l'être. La prochaine étape, c'est qu'en tant que citoyen, on mesure ce que ça veut dire en termes d'investissement. On ne mesure pas, quand le gouvernement français dit « je vais reprendre les fruits de la privatisation d'EDF », alors vous savez, en plus, ils l'ont vendu à 5 milliards d'euros, ça vaut un peu moins maintenant, mais au-delà de cet ajustement, comme on dit pudiquement, c'est insuffisant. C'est complètement insuffisant, il suffit de prendre un papier et un crayon, on voit bien que c'est complètement insuffisant. Et donc, c'est là qu'il faut que nous, citoyens, on prenne conscience de ça. Deuxième point, sur l'Europe, sur votre question sur l'Europe. Alors oui, l'Europe a une préimage qui est fondamentale et sur laquelle on pourrait être les meilleurs du monde en termes de production de connaissances. Quand vous dites en Asie, je parle bien d'image, quand vous dites Oxford, Cambridge, Sorbonne, la moitié du chemin est déjà fait. Et on ne l'a pas encore compris.
on n'investit pas sur ces institutions qui ont un a priori très favorable dans le reste du monde. Eh bien, ça s'appelle une erreur stratégique. Merci. Une dernière remarque. Je voudrais aller tout à fait dans votre sens, rappeler ce que vous avez dit au départ, parce que ça me semble tellement important. Nous sommes dans la société de connaissance. Nous ne sommes pas en train d'y rentrer, nous sommes en train d'essayer d'y réussir, ce qui n'est absolument pas la même chose. La société de la connaissance, c'est-à-dire l'importance de l'innovation technologique, du capital intellectuel, la valeur clé qu'est l'innovation, c'est la bataille d'aujourd'hui. Deuxièmement, il n'y a pas les pays émergents comme si c'était des sous-doués, et nous qui sommes les pays au-dessus de la mêlée parce que nous sommes européens et que nous avons une... Aujourd'hui, on innove dans le monde entier, et on innove extrêmement bien au Japon, en Corée, et dans d'autres pays, et pas seulement en France. Et donc nous avons aujourd'hui une situation qui est simple, c'est que nous sommes dans une nouvelle société, que nous ne nous sommes pas donné les moyens. Et pour aller dans votre sens, 5 milliards, c'est un chiffre qui est inintéressant parce qu'il n'a aucun symbole. 50 milliards, ça devient intéressant. Quand on dit qu'on va mettre 300 ou 400 milliards pour sauver les banques, tout le monde s'affole. Là, on ne comprend plus. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette valeur? Donc ça doit être important. 5 milliards, c'est un plan classique, triannuel, ou 5 ans pour sauver l'agriculture, pour sauver les huîtres, ou un peu plus quand même, pardon, un peu moins d'argent pour sauver les huîtres. Mais enfin, il n'y a pas eu cette déclaration, cette volonté de dire, aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir dans les 20 ans qui viennent, dans une société qui serait une société de la création, de l'innovation, du pouvoir intellectuel, on doit décréter un plan Orsec, un plan Marshall. Nous ne l'avons pas fait pour les banlieues quand on pouvait le faire, nous ne le faisons pas aujourd'hui pour l'éducation. Et par conséquent, il est logique que vous ayez un son de cloche plutôt, je dirais, mitigé et pas aussi optimiste qu'il devrait l'être aujourd'hui. Merci. On va passer à une troisième question avant de donner la parole à la salle. Alors la troisième, c'est qui? Bonjour. C'est vous? Bonjour, Emmanuel, étudiant en classe préparatoire à Sciences Po. Ma question s'adresse plutôt à Monsieur Kahn en sa qualité de président d'université. À l'heure où on parle actuellement beaucoup du budget accordé à la recherche, je voudrais savoir si la recherche est le premier critère sur lesquels sont classées les universités dans le monde. Alors, je vais parler d'abord un peu factuellement. Il y a différents classements internationaux qui sont basés sur des critères différents. Les plus célèbres d'entre eux sont avant tout fondés, effectivement, sur des critères liés à la recherche en sciences de la matière et en sciences biologiques. Puisque dans le fameux International Ranking de l'université Jingpiao de Shanghai, les éléments fondamentaux, c'est le nombre de Madeley Fields, le nombre de publications dans des revues d'impact facteur extrêmement élevé, des récompenses de main morte, des prix Nobel, les prix Lasquet, les prix Louis Jantet, que sais-je encore. Et l'on voit très bien que ça ne s'applique pas aux sciences économiques, ça ne s'applique pas au droit, ça ne s'applique pas à la sociologie, psychologie, d'autant moins d'ailleurs que ne sont relevés au point de vue publication que les revues anglophones et que nos sciences humaines et sociales, nos sciences politiques, publient en anglais aussi, naturellement, mais compte tenu de la spécificité de certains sujets, publient beaucoup en français. Donc il y a un biais tout à fait considérable. Et si vous considérez ce classement de Shanghai, il faut l'interpréter de cette manière-là. C'est un classement avant tout de la production de connaissances dans les sciences de la matière et les sciences biologiques, on va dire les sciences exactes, qui s'expriment en un langage international qui est toujours l'anglais. Et à ce titre, on peut effectivement comparer les grandes facultés des sciences, etc. Mais vous ne pouvez pas indiquer que telle grande université ou grande école d'économie est mal située par rapport au premier, au deuxième, etc., tout simplement parce que cela n'est pas comparable. Il y a d'autres outils qui ont été développés par les écoles de management, les écoles de commerce. Certaines d'entre elles, par exemple, c'est vicieux, c'est contestable, mais après tout, dans une certaine vision du monde, dans une certaine vision de l'utilité des écoles, et je le comprends, d'ailleurs, ce n'est pas forcément critique ce que je dis, l'un de ces classements, qui a été mis au point par une école française, en l'occurrence, c'est le salaire moyen des diplômés de l'école. Alors là, on regarde effectivement quelle est l'école qui met des personnes dont le salaire moyen est le plus élevé. Et là, il y a des écoles françaises qui figurent extrêmement bien d'après ce classement. Donc, vous voyez que c'est extrêmement vaste. Ça ne suffit pas en réalité. Alors maintenant, après vous avoir répondu factuellement à votre question,
je vais vous proposer un troisième chapitre à ma réponse de l'ordre du rêve. C'est quoi une université aujourd'hui? Naturellement, c'est une université, un établissement d'enseignement supérieur qui produit de la connaissance. La définition de l'enseignement supérieur est un enseignement basé sur la recherche, par la recherche et à la recherche. Un enseignement n'est supérieur que s'il est appuyé à la production de connaissances, c'est-à-dire à l'expression d'une créativité intellectuelle, d'une originalité. C'est fondamental et il est bon d'apprécier cette originalité. Mais parfois, partant du principe que nous sommes dans une société de la connaissance, que la connaissance se doit de larguer les amarres avec la tradition, on a enjoint aux universités, à certaines universités, d'oublier un peu certaines disciplines vieillottes, certaines traditions d'un autre temps, surannées, afin de se comporter comme des entreprises modernes, du monde moderne. Le rôle de l'université, ce n'est pas ça, réellement. Le rôle de l'université, c'est de tenir les deux bouts. On dit de la bourse, quand elle s'écroule, l'arbre ne monte jamais jusqu'au ciel, l'université doit monter jusqu'au ciel. Je veux dire que l'université, elle a un rôle dans la société qui exige qu'elle soit fière de ses racines, qu'elle soit profondément insérée dans son terrain, dans la tradition et dans l'histoire à travers ses racines, que ce soit un élément de stabilité et que grâce à cette stabilité, elle puisse effectivement, au niveau des branches les plus élevées, toujours croître. Dans cette société extrêmement instable, où tout ce qui n'a pas de racines s'écroule, l'université est l'un des seuls lieux de stabilité du monde. C'est pour moi l'un des lieux où le monde pourra se régénérer. C'est l'un des lieux où l'on met encore à un haut niveau la confrontation intellectuelle, c'est-à-dire le dissensus qui est considéré comme générateur de plus-value intellectuelle, des choses qui n'existent plus dans ce monde. Au-delà des classements dont vous m'avez parlé, voilà l'université dont je rêve. Sur la question de la recherche qui est derrière votre question sur les classements, je crois qu'il y a un enjeu qui est majeur aujourd'hui, je le disais en début, c'est la question de la création de la connaissance. Dans 10 ans, on verra qu'il y a les pays qui ont investi dans leur recherche, la vraie recherche, et qui, eux, créeront du savoir, auront créé du savoir, et seront beaucoup plus compétitifs que les autres. C'est à peu près démontré scientifiquement, pour autant qu'en sciences économiques, on soit totalement scientifique. Et il y aura d'autres pays qui se contenteront de faire de la reproduction du savoir. C'est ni bien ni mal, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas un jugement moral, c'est une préférence personnelle. Et ma préférence personnelle, c'est que je préférerais que l'Europe soit un continent où on soit dans les grands acteurs de la création de savoir, qu'on soit à la frontière du savoir. Et c'est pour ça que la recherche me paraît importante en termes, encore une fois, de concurrence et en termes de compétitivité. Et c'est pour ça, paradoxalement, pour certains, que des écoles comme HEC, comme l'ESSEC, enfin que certaines écoles de commerce, que certaines écoles d'ingénieurs investissent massivement dans la recherche, dans leur domaine. Et d'ailleurs, juste pour nuancer le propos laudateur d'Axel Kahn, dans le fameux ranking du Financial Times, je regrette que ce ne soit pas moi qui l'ai défini, parce qu'il y a aussi un critère qui s'appelle la recherche, en plus des salaires. Et je ne l'aurais peut-être pas mis parce qu'on est évidemment moins bon que les anglo-saxons, si c'était moi qui l'avais défini. Mais vous savez que très souvent, et probablement dans la salle, il y a des gens qui sont en train de se dire « mais à quoi ça peut servir la recherche en gestion ?» Alors vraiment, ça, c'est le début du... Voilà. Faites-nous donc des gens qui savent vendre. Hein, moi, je l'entends régulièrement. Eh bien, c'est une erreur stratégique grave. Les meilleures institutions sont des institutions qui contribuent, et c'est une mission de service public, qui contribuent justement à la production de savoir à travers la recherche. Et c'est le grand avantage du classement de Shanghai, qui n'est pas un classement pur, comme aucun classement n'est un classement scientifiquement pur. Son grand mérite, c'est que ça nous a réveillés en France sur cette dimension recherche. D'ailleurs, on a commencé à parler d'enseignement supérieur quand le classement de Shanghai est sorti et que les universités françaises n'ont pas été forcément très bien classées. D'ailleurs, elles ne le sont toujours pas tellement. D'où des rapprochements entre les universités.
Bon, c'est vrai que les universités françaises sont mal classées et que ça reflète un malaise. On en a donné quelques éléments. Il y a aussi quelques biais, hein. Je vais vous donner un qui est particulièrement vicieux. Compte tenu du mode d'organisation du monde universitaire de la recherche en France, dans les sciences exactes, en biologie notamment, très souvent un laboratoire se trouve laboratoire de l'université Pierre et Marie Curie, Paris Diderot ou Paris Descartes, pour parler des 3 grandes universités scientifiques parisiennes, mais également laboratoire de l'INSERM, du CNRS, des fois à la fois de l'INSERM et du CNRS. Dans les sciences de l'univers, c'est souvent 2 universités, plus l'Observatoire de Paris, plus le CNRS, parfois l'Institut de physique du globe, etc., etc. De manière très vicieuse, les collègues chinois de Jingpiao, dans ce cas-là, divisent la note liée aux articles par autant de renvois qu'il y a. C'est-à-dire, si c'est une équipe qui est universitaire, INSERM, CNRS, la note est divisée par 3. Alors qu'aux États-Unis, quand il y a un article qui est signé par une université, financé par les NIH, par la National Science Foundation, ils ne divisent absolument pas par 3. Donc il y a des biais absolument considérables. Cela étant dit, il faut même mieux faire. Merci. Une dernière remarque sur le sujet. Oui, pendant qu'Axel Kahn tout à l'heure parlait de la recherche, j'étais en train de penser, mais il l'a naturellement complété derrière, que les recherches en sciences sociales ne sont que très rarement mises sur le devant de la scène. Or, elles sont extrêmement importantes pour vivre ensemble, selon ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la question que moi je poserais à tout le monde à la tribune, parce que moi je ne suis pas du tout universitaire, encore une fois, c'est que quelque part, quand les recherches donnent un certain nombre de résultats qui sont des hypothèses, qui ne sont pas forcément des vérités parfaitement révélées, comment l'université vulgarise-t-elle les connaissances sur lesquelles elle a abouti pour que le plus grand nombre puisse comprendre leur contenu, leurs enjeux, afin d'être bien conscient de la marge de la société, d'y être bien impliqué, plutôt que d'être quelque part des consommateurs qui ne font que consommer. Ce matin, j'étais dans cette salle, il y avait Jean Stone et Luc Ferry. Et Luc Ferry a eu une analyse que je vais essayer de résumer bien moins brillamment que lui. C'est que finalement, dit-il, le capitalisme, il a eu une aubaine, ça a été mai 68, parce qu'on a déconstruit des fondamentaux et qu'on a ouvert le champ à l'homme consommateur qui n'est là que pour consommer. Il le constatait avec regret. Alors c'est bien évidemment son analyse, je ne dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, mais enfin elle est, de mon point de vue, extrêmement intéressante. Donc ma question est, quand les recherches aboutissent, comment fait-on pour les vulgariser et pour faire en sorte que le grand public ou l'enseignement qui n'est pas universitaire puisse intégrer des nouvelles connaissances, parce que j'ai quand même l'impression que dans les programmes scolaires d'aujourd'hui, si je retournais sur les bancs du lycée, je n'ai pas forcément le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Je sais qu'il y en a eu dans certaines matières, mais pas forcément dans toutes. Merci. Sur la recherche, un dernier éclairage. Oui, alors, moi je voudrais simplement plaider pour un changement de paradigme dans la recherche, tout simplement. L'université de demain, pour moi, ne forme plus des spécialistes. Parce que IBM, les grandes firmes, n'ont pas besoin de spécialistes. L'université de demain, ou la transuniversité, doit créer des docteurs en généralité qui peuvent passer du management à l'ingénierie, à la philosophie, au théâtre, à l'éthique, à la technologie. C'est de ça qu'on a besoin. Tant que nous formons des spécialistes, il est impossible de faire de la transdisciplinarité. Pourquoi ? Moi, je suis docteur en philosophie. Je ne vais pas sortir de ma spécialité, parce que sinon, je ne représente plus rien. Donc, c'est le paradigme même de l'université qu'il faut changer. Et si nous faisons ça, c'est ça que les grandes entreprises attendent. Elles attendent des généralistes qui continuent à apprendre, et puis pas qui savent tout sur un sujet minuscule, et qui donc ont pris en charge leur formation dès l'enfance. Ça veut dire qu'ils choisissent eux-mêmes les branches, école alternative. Si nous voulons une formation tout au long de la vie, ça veut dire que vous, chacun de vous, devez prendre en charge votre formation. Alors vous pourrez continuer. Il faut université cerveau droit. Alors, la bonne nouvelle, il faut lire le
bouquin de Daniel Pink, il dit ceci: si on forme les gens au cerveau droit créativité, créativité ça veut dire enracinement culturel, c'est les seules choses qui ne seront pas externalisées en Chine et en Inde. Plus vous allez vers le cerveau droit, plus vous créez des jobs pour l'avenir ici. Mais notre outil cartésien, analytique, universitaire actuel ne nous le permet pas. C'est ça le problème. Je crois qu'il faut oser dire qu'il faut changer de paradigme. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour critiquer les universités. Je crois qu'il faut leur rendre hommage. Elles ont fait un job merveilleux pour la société industrielle. Malheureusement, nous sortons de la société industrielle. Donc, il faut créer à côté. Vous savez, à la fin du Moyen-Âge, l'école, c'était en soutane et en latin. Bon, on n'a pas changé. On a créé à côté. Et puis, les gens, ils sont passés de l'un à l'autre. Donc, je crois que nous sommes dans un changement de ce type. Je rends hommage à tous ceux qui travaillent dans l'université parce que c'est fondamental. Mais il faut aussi oser dire qu'on commence un projet nouveau. Pourquoi? Parce que le end product, les docteurs en généralité, ça n'existe pas. Et tant que vous n'aurez pas des professeurs qui sont des docteurs en généralité, vous n'aurez pas de transdisciplinarité. C'est impossible. Mais c'est de ça qu'on a besoin. Alors, je termine par un exemple. J'ai un ami qui a créé une entreprise qui fait des programmes pour gérer des parkings, par exemple, un parking de voitures. Il a commencé son entreprise à Malmö, mais maintenant il habite Skopje. Ils étaient à 3, ils sont à 300 en 4 ans. Il me dit, my problem, je ne trouve pas, ni à Malmö, ni en Suède, ni en Macédoine, je ne trouve pas les étudiants généralistes qui sont en même temps bons psychologues pour comprendre la mentalité du client, bons techniciens pour comprendre la technologie, bons psychologues pour aménager le tout, et puis pour le faire fonctionner. Il faut des généralistes. C'est de ça qu'on a besoin dans la société de la connaissance. Et les techniciens seront subordonnés. Les spécialistes, ce sont les second term, en dessous. Vous pouvez rester spécialiste, mais vous ne serez pas au-dessus. Voilà ma vision, mais peut-être que je me trompe. Alors, Monsieur Kahn. On est en plein dans le débat. Monsieur Kahn. Moi, je vais jouer les rabat-joie. Hein. C'est ça le débat. Hein. Voilà, je vais jouer les rabat-joie parce que je suis les mains dans le cambouis. J'ai une université de 35 000 personnes et je vais vous dire ce que j'essaye de former afin de leur assurer une insertion professionnelle. J'essaye de former bien évidemment de bons professionnels, mais, et c'est là où nous nous retrouvons, qui peuvent changer de métier. Car le marché du travail aujourd'hui demande des gens qui immédiatement peuvent être mis en face d'une tâche particulière à remplir et il faut qu'ils sachent la remplir. En revanche, nous savons très bien que la grande caractéristique du monde moderne, et ça c'est très nouveau, c'est que des ensembles de savoirs et de savoir-faire, de technicité, disparaissent corps et bien. Corps et bien. Je prends souvent un exemple qui est extraordinaire. Imaginons celui qui a été formé dans le papier sensible argentique à toute la photographie, qui était un extraordinaire technicien dans ce domaine, qui a développé des outils magnifiques. Bien entendu, s'il n'est pas capable de faire autre chose, il est mort, il disparaît. Donc nous devons, et ça c'est un défi extraordinaire, former des spécialistes, autrement ils auront quelques difficultés. Alors il y a peut-être des firmes qui effectivement recherchent des généralistes, mais moi personnellement, avec les circuits dont je dispose et les comités d'insertion professionnelle, ce n'est pas directement ce qu'ils me disent. Mais des spécialistes changeables, interconvertibles, réadaptables. Voilà. On va continuer le débat parce que je crois. Oui, allez, on va rentrer dans la cuisine pour préciser, en tous les cas à mes yeux, ce qui mérite d'être précisé. Quand on regarde bien les choses que l'on enseigne dans des universités ou dans des institutions comme HEC, il y a obligatoirement une dimension technique. On sait en même temps que cette dimension technique n'est pas pérenne. C'est-à-dire que les techniques évoluent, que les techniques changent, et même que des choses qu'on croit être de bon sens, le marketing, ça n'a rien à voir ce qui se fait aujourd'hui avec ce qui se faisait il y a 20 ans. Ce n'est pas le plus important. C'est indispensable, mais ce n'est pas le plus important.
Il y a une deuxième dimension qui est le non cognitif et qui s'enseigne par de la mise en situation. C'est comment on se met en situation de choix, comment on se sort d'une situation où il n'y a pas d'optimum, comment on prend ses responsabilités, comment on travaille en équipe, comment on négocie dans l'équipe ou avec d'autres équipes, comment on essaie de ne pas se faire prendre par la patrouille, parce que si, sur l'exemple de la négociation, comment on fait, par exemple, les étudiants sont très forts dans un travail en équipe pour que chacun fasse, un, le devoir de marketing, l'autre le devoir de finance, le troisième, et tout le monde signe au nom du travail en équipe. Donc il y a des patrouilles qui sont là pour, derrière, essayer de corriger ça. Tout ça, c'est du non cognitif. Et il y a une troisième dimension sur laquelle on n'investit pas assez, et c'est là qu'il y a du généraliste, c'est ce que j'appelle la création de sens ou le sociopolitique. C'est-à-dire former des gens assez jeunes à la capacité à produire, à créer des grilles d'analyse du monde. Et ça, c'est un savoir qui est indispensable pour les années à venir. Personne n'est capable de dire de quoi sera fait le monde dans 10 ans, ni économique, ni social. Il faut donc qu'aujourd'hui, les gens que nous formons aient des aptitudes à se bâtir eux-mêmes des grilles d'analyse sur un monde incohérent. D'une part pour le comprendre eux-mêmes, ensuite pour le changer eux-mêmes, et ensuite pour expliquer à d'autres comment il faut le faire changer. Ça, c'est un point très important. Alors, je ne sais pas si c'est spécialiste ou généraliste. Ça, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut ces 3 étapes. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le concept de doctorat. Le doctorat, c'est une formation à la recherche ou une formation par la recherche. Et avant longtemps, la recherche, c'est labourer profond. Et après, en particulier si vous avez eu les différents stades que j'évoque, alors il y a des cerveaux, il y a des personnes, il y a des structures qui savent faire en sorte qu'il y ait des ponts. C'est sur le doctorat que je crois qu'il faut faire attention. Sur le reste général, il faut les deux. Mais sur le doctorat, alors je me permets de ne pas être d'accord, et je crois que là, au contraire, la formation à la recherche, ou la formation par la recherche, c'est être sûr qu'on valide toutes les hypothèses. C'est être sûr qu'on est sûr que la méthodologie ne laisse rien passer. Si on a le temps, c'est vérifier les hypothèses rivales. Et ça, c'est fondamental. C'est je laboure, et laisse. C'est pour ça que les gens qui font des thèses, alors je vous dis tout de suite, j'en ai fait une, ils deviennent fous. Après, on essaie de les soigner. Mais vous avez raison, c'est pas fini. Donc, la question est là. Mais c'est ça l'exercice de la thèse et c'est ça l'exercice du doctorat. Merci. J'ajoute que vous avez fait une école d'ingénieur, un DEA de sociaux, un doctorat en sciences de gestion, un DEA d'histoire de la philo. Vous êtes vraiment, vous, polymorphe. Non, pas polymorphe, mais intéressé par le généraliste. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, vous, Marc Griage, vous avez travaillé dans la pub avant de venir à l'enseignement. Vous avez travaillé dans la publicité. Pardon, mea culpa. Donc vous avez un parcours un peu atypique. Et vous, comment vous voyez les choses maintenant que vous êtes rentré dans l'enseignement? C'est un peu sclérosé quand même cet univers. Moi je vois surtout qu'avant l'université il y a le secondaire et que le secondaire c'est un univers qui est incroyablement conformiste et c'est une machine à casser le futur des gens. C'est quoi aujourd'hui le secondaire? C'est la dévalorisation de la culture générale, c'est l'absence de travail en équipe. Alors qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux gens? C'est de travailler en équipe. C'est la valorisation de l'individualisme et c'est l'imposition de parcours qui sont tu feras S mon fils et tu feras une bonne prépa et tu feras une école de commerce brillante ou une autre école d'ingénieur et en dehors de ça sinon tu ne vaudras rien, donc tu retournes chez ta mère. Et grosso modo la mixité sociale, à nouveau là encore on prend un ou deux blacks, un ou deux jeunes beurs qui traînent dans le lycée pour montrer qu'on est vachement bien politiquement correct et tout ce qu'il faut, tant qu'on n'aura pas décrété que le secondaire répond à un certain nombre, mais Descoings n'a pas tort, hein, mais il le fait bien, lui, il sait communiquer. Mais tant qu'on n'aura pas compris que le secondaire est aujourd'hui la pierre angulaire de la réforme pour rentrer dans la société de la connaissance, c'est-à-dire pour faire
Alors ces généralistes qui ensuite vont se spécialiser plus ou moins, je crois que le débat n'a pas tout à fait raison d'être si on a à peu près compris les genres d'état d'esprit qu'on cherche, le genre de mentalité que l'on a besoin aujourd'hui, on n'arrivera pas à grand-chose parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'enseignement supérieur qui est quand même pris entre les défauts du secondaire et les quelques défauts du monde des entreprises. Parce que la société de connaissances dans laquelle on est, il ne faut pas oublier que le monde de l'entreprise trouve ça formidable, mais ne donne absolument pas assez de temps à la formation continuée ou la formation permanente, qu'il vire dès que vous avez de l'expérience à partir d'un certain âge, alors qu'au fond, on peut se dire, mais quelle est la logique dans cela? Qu'il ne donne pas assez, je dirais, de temps aux gens pour justement devenir des généralistes, et donc on les enfonce le plus possible dans leur spécialité. Donc, à partir du moment où on arrivera, je pense, à donner au secondaire en France une autre vision, une autre projection que ce qu'il est, c'est-à-dire une voie de triage, un lieu où on décide très vite, dès la seconde, même si à la réforme, ça ne changera rien dans le fond, au lieu de faire des gens qui ont une ouverture d'esprit maximale, au contraire, on ferme l'angle au possible, on arrivera aux difficultés qu'on a ensuite dans l'enseignement supérieur. On va passer une question dans la salle. Il y a un micro. Est-ce qu'il y a un micro? Non, il n'y a pas de micro qu'on peut passer. Bon, bah alors sans micro. Alors vous d'abord. Voilà. Égaux. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs en France? Il se passe exactement la même chose. Il se passe exactement la même chose. J'ai des contacts ailleurs dans d'autres pays, et il se passe exactement... C'est une prise de conscience globalisée, mondiale. C'est vraiment beaucoup plus important, et c'est la seule chose qu'on peut faire à notre niveau, c'est bien là la question. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses avancent? Je n'ai pas compris la question, mais vous allez répondre. Oui, j'ai l'impression de poursuivre une discussion que j'ai avec mon grand ami Albert Jacquard. Alors, je vais vous répondre comme je réponds à Albert lorsque nous parlons de cela. Bien entendu, la compétition dont on parle dans la vision de l'homme et de la société qui est la mienne n'est pas une compétition pour l'individu supérieur et l'individu inférieur. Il s'agit à un moment donné, dans un extraordinaire éventail de talents, de personnes qui s'avancent et qui essayent de voir la richesse particulière qui réside en eux et qui les amène à contribuer par une intervention dans un domaine où ils manifestent une capacité, une compétence, une bénévolence spécifique. L'autre, à côté, complémentant cet apport par l'originalité de sa créativité. L'un va être supérieur dans tel ou tel domaine, l'autre dans tel ou tel autre, et nous allons essayer de créer une société, tous ensemble, sachant ce que nous voulons faire. Et c'est ainsi qu'il faut concevoir les choses. En d'autres termes, une émulation est l'un des moyens qui a été expérimenté, qui n'est pas si mauvais que cela, d'amener chacun d'entre nous à faire un effort pour offrir, y compris à la société, ce qu'il y a de meilleur en lui-même. La question est de savoir si ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous, nous allons le mobiliser uniquement pour la promotion de notre nombril, ou bien pire maintenant, car vous savez, le comble, quand j'étais gamin, on parlait des combles. Quel est le comble de la peur? C'est de reculer devant une pendule qui avance, on disait ça. Le comble du narcissisme, c'est le narcissisme de la société de la connaissance. Jadis, le narcissisme consistait à se regarder le nombril. Aujourd'hui,
ce qui fait vraiment très chic, c'est aller sur Internet pour avoir tout son génome personnel entier. Vous pouvez, grâce à la société de la connaissance, avoir tout votre génome. Naturellement, ce que je propose comme type de société n'est pas du tout celle-là. C'est que si moi je veux vous aider, c'est peut-être parce que comme médecin ou comme biologiste ou que j'ai des éléments en lesquels j'excelle, mais je ne sais pas quels sont vos talents, vous en avez certainement beaucoup. Et je suis totalement persuadé que vous avez à m'apporter. Et moi, je vous offre mon talent, offrez-moi le vôtre, et c'est ça notre société. Merci pour cette belle réponse. Alors, monsieur... Non, mais allez-y, parlez fort, ça va passer. Je voudrais raconter une histoire. D'abord, pour vous répondre, à la Commission européenne, si vous allez sur le site de la Commission et vous faites Competitivity, c'est mieux en anglais malheureusement, vous allez trouver deux textes. L'un qui est fait par la DG Industrie, Competitivity in Fighting Against the Others, et l'autre fait par la DG Infoso, Information Society, qui dit Competitivity through Collaboration and Complementarity. Ça va? L'un, c'est l'industrie qui... Et l'autre, c'est la société de la connaissance qui... OK? Bon. Ça, c'est le réel. La Commission elle-même hésite entre deux paradigmes. C'est normal. Il ne faut pas leur taper dessus. C'est normal. Il y a les gens qui gèrent la fin de la société industrielle et les autres qui préparent le futur. Je vous raconte une histoire. Un de mes amis a créé une entreprise avec 500 €. Il gérait des sites Internet. Il a gagné le concours pour gérer le site de la Commission européenne, un contrat de plusieurs millions d'euros. Son action est passée de 1 € à 60 € en 3 jours. On lui a dit, voilà, tout ce que la Commission produit, chaque jour, vous avez 48 heures pour le mettre en toutes les langues, les 17 langues, y compris le slovène, l'hongrois, le finlandais, etc. Est-ce que vous croyez qu'il peut command and control ça? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment faire? Champagne. Il a fait des réceptions de tous les Grecs. L'opposition, la gauche, les consommateurs, les parlementaires, tout le monde, et on leur dit, écoutez, le premier qui trouve une erreur dans le texte grec, je lui paye une bouteille de champagne. Ça a marché. C'est le réseau qui contrôle la qualité. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Nous travaillons le contrôle de la connaissance par le réseau. On doit changer, on doit innover. Il faut inventer tout le temps. Je connais une autre qui travaille chez Boeing, qui conseille Boeing sur le management. Alors on dit, écoutez, au lieu que vous ayez tous des services en silo, comme chez Airbus, by the way, hein, mettez-vous en collaboration, faites circuler l'information, faites un intranet efficace, travaillez ensemble, faites du win-win. Et là où ça se met en route, ça marche. Bon, les femmes, si vous les mettez en position de responsabilité dans ce domaine-là, sont 3 fois plus efficaces que les hommes. Je ne suis pas féministe, mais je crois que nous, les hommes, on est encore un peu patriarcaux et pyramidaux. Et les femmes, je ne sais pas pourquoi, mais elles gèrent les human resources de manière horizontale en réseau. Bon, je provoque un peu. Monsieur, Le départ des cerveaux, il faut le lire, le livre de Daniel Pink. Plus vous investissez sur le cerveau droit, moins c'est exportable. Parce que dans la société de la connaissance, il faut capitaliser sur la diversité culturelle, l'enracinement culturel et la diversité des genres. Ça, c'est le futur. Merci. Ça manque de femmes ici, vous avez vu. Alors, il n'y a pas de micro. Allez-y, parlez fort. Oui, bah vous, ouais, allez.
salaire moyen des diplômés d'école, d'enseignement supérieur, etc. etc. Tout le monde n'a pas forcément accès à la connaissance, et puis je pense qu'au lieu de faire de la production de connaissances, on devrait exploiter les connaissances, parce qu'on est tous riches de connaissances, plutôt que de produire. J'ai l'impression d'entendre parler des financiers, des hommes politiques, c'est un langage d'économistes. Moi j'ai une question. Quelle est la place de l'éducation, de la santé? Aujourd'hui, nous avons un mystère de la maladie. Nous ne faisons pas de la santé en France. Pourquoi ne fait-on pas de l'hygiène de vie, la prévention et une reconnaissance de l'intégralité des médecines non conventionnelles? Alors peut-être que ma question ne fait pas partie de ce débat-là, mais je la pose. Si quelqu'un peut me répondre. Monsieur Axel Kahn, qui est généticien, qui a donc reçu une formation en allopathie. Alors, Monsieur Kahn va répondre. Deux points assez rapides. Premièrement, vous êtes un peu sévère envers ce qui a été dit à la tribune. Plusieurs d'entre nous avons, avec d'autres termes que les vôtres, dit ce que vous dites. C'est-à-dire que la connaissance en soi est un moyen, elle n'est pas un but. Et que la connaissance est justifiée à partir du moment où elle est un moyen de se tourner vers l'autre et de s'identifier à un projet qui n'a de légitimité générale qu'à partir du moment où il est un projet humaniste. Et le souci de la Terre est un souci qui est humaniste, car le souci humaniste est celui qui confère de l'importance aux conséquences de ses actions et bien entendu s'interroger sur les conditions d'épanouissement des générations futures qui ne sont pas encore nées face aux conséquences de nos actions est un questionnement profondément humaniste. Et les connaissances se doivent, bien entendu, de poser ce problème. Donc, avec mes mots, j'ai l'impression de dire assez exactement ce que vous dites. L'éducation à la santé est un élément qui est très important. Je vous rappelle, vous le savez sans doute, que le préambule de la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en 1946 indique que l'atteinte du meilleur état de santé possible est un droit inaliénable de l'homme, sans préjugés, sans préjudice de ses... On parlait de race à cette époque, donc le texte dit de sa race, de ses opinions, de ses ethnies, de son niveau de connaissance, et évidemment de son sexe et de son genre. Cela étant dit, l'éducation à la santé ne suffit pas pratiquement, parce que l'éducation à la santé ne peut donner des résultats dont le but est d'obtenir un meilleur état de santé que si les conditions peuvent permettre à ces connaissances, à cette éducation de se manifester. C'est-à-dire que la grande question, c'est le développement, et dans un monde développé, l'éducation à la santé. Et dernier point, l'éducation à la santé doit s'entendre d'une autre manière. Si on regarde aujourd'hui quel est le facteur numéro 1 de morbidité, d'ailleurs c'est en phase exacte avec tout ce dont on parle, y compris dans les pays en voie de développement, qui se développent rapidement, y compris dans ces pays-là, le tiers de la morbidité est lié aux conduites à risque, c'est-à-dire aux conséquences des mal-être psychologiques par rapport à la société réelle. C'est l'obésité, les troubles alimentaires, la drogue, le suicide, les comportements suicidaires de quelque nature qu'ils soient, etc., etc. Ça représente de plus en plus 30% de la morbidité. Si bien que l'éducation à la santé est également indissociable d'une action sociale, c'est-à-dire d'une action qui considère qu'il est difficile de concevoir un être en bonne santé, et ceux qui ont écrit ce texte de 1946 le savaient très bien, en dehors du souci, de l'objectif d'une société accueillante à l'épanouissement de chacun. Alors, Madame, une question. Monsieur, lui, voulait... Alors, ah oui. Oui, s'il vous plaît, parce que je voudrais privilégier les questions de la salle aussi. Alors, sinon, on ne va vraiment pas vous entendre, je le crains. Venez parler là. Les micros marchent devant. Merci beaucoup. Voilà, mon nom est Safia Brache, je suis coach. Et il m'est arrivé dans mes lectures d'apprendre
que vous citiez Harvard tout à l'heure, qu'on a suivi dans des recherches ciblées, on a suivi des étudiants sortis de Harvard pour savoir ce qu'ils devenaient, disons, une dizaine d'années plus tard. Et on s'est aperçu que 80% de ces étudiants, enfin de ces ex-lauréats, étaient des salariés 10-15 ans après, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils soient des leaders, des chefs d'entreprise. Alors on s'est posé la question. La source, c'est Goldman, spécialiste en intelligence émotionnelle, et Elkman. Donc, on s'est posé la question de savoir quelle est la raison. Qu'est-ce qui a fait que ces gens qui ont fait une des écoles les plus prestigieuses au monde se trouvent salariés? Et on s'est rendu compte qu'en fait, salariés de gens qui n'avaient pas fait d'études extraordinaires. Eh bien, on s'est rendu compte que ces gens qui n'avaient pas fait d'études extraordinaires avaient pour eux l'avantage d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence, un développement de l'intelligence émotionnelle. Alors, ma question, donc je vais vers ma question, puisque la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle siège dans le cerveau droit, qu'elle peut se développer à n'importe quel âge, il suffit de s'y investir. Vous parliez, messieurs, de la généralisation, enfin de former des gens généralistes. Dans une période intermédiaire, ne pourrait-on pas introduire la systémique de l'intelligence émotionnelle dès le primaire, voire le secondaire? Voici ma question. Merci. Moi, je voudrais... je pense qu'il y a une contradiction lorsqu'on aborde la société de la connaissance entre l'état d'esprit de ces écoles et ce que demande la société de la connaissance. Quand vous parlez d'innovation et quand vous parlez de création, vous parlez fondamentalement de désordre. Vous parlez fondamentalement de contestation, de disruption. Vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle, je dirais, l'ordre établi. Or, finalement, c'est vrai qu'un certain nombre de grandes institutions, même si elles-mêmes ne l'assument pas ou refusent cela, ont tendance à recréer le modèle. Les mêmes étudiants, d'ailleurs, recréent le modèle que leurs parents leur recommandent. Et donc, on a une espèce de continuum. Et finalement, ce continuum, il commence par le type d'école secondaire, par le type de prépa, par l'école suivie, pour finir dans une entreprise dans laquelle on va plus ou moins pantoufler 40 ans, en général pas 40 ans, 15 ans, que le jour où on prend le coup de pied au cul, et on se dit comment, moi, on me vire, mais j'ai fait telle école, et j'ai été dans telle école, dans tel arrondissement de Paris, et moi, on me vire. Bah oui, parce que l'autre, qui a eu une école plutôt médiocre, de famille plutôt médiocre, et qui a appris simplement l'école de la vie, il est nettement plus armé. Et je pense que la bonne nouvelle, en tout cas s'il y en a une dans la société de la connaissance, c'est qu'elle va peut-être ramener à une autre logique les compteurs. Et pas seulement le compteur classique, merci Bourdieu, de la reproduction, mais peut-être aussi le compteur qui est, au fond, de la capacité chacun à, selon sa mentalité, son état d'esprit, son rapport à l'aventure, son rapport au fait d'oser, va peut-être lui donner plus de chance. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Espérons. Monsieur là-bas, parlez dans le micro. Attendez, monsieur Luitz, vous voulez ajouter un mot? Dire un mot là-dessus. Madame, ça pose une question de fond. J'aime beaucoup Emotional Intelligence. Bon, je connais le type que j'ai rencontré. Mais derrière ça, quand j'étais petit, madame, ma mère m'a dit, tu es un garçon dont tu ne sens pas, tu ne pleures pas. Donc, nous avons tous été pétris, hommes et femmes, dans une société patriarcale, où ceux qui dominent sont ceux qui n'ont pas accès à leurs émotions. C'est pas si simple de déconstruire ça, mais c'est ça qui est en train de se passer, parce que les valeurs patriarcales ne mènent pas vers un monde soutenable. Donc on est en train de changer de cocktail de valeurs. Donc vous touchez là à un problème très très difficile, mais vous avez raison. Monsieur, je m'appelle Sylvestre Voisin, j'ai une expérience à la fois de chercheur, d'enseignant et
conseil en entreprise, et notamment dans une discipline assez innovante, puisqu'il s'agit de l'énergétique et l'écologie scientifique. Je voudrais, par mon témoignage, en même temps terminer par une question, évoquer le fait que l'articulation entre recherche et enseignement ne va pas de soi. Et me semble un des aspects que les établissements d'enseignement supérieur n'affrontent pas vraiment et qui expliquerait qu'ils ont du mal à en fait basculer dans le changement, dans la gestion du changement. Il me semble que les chercheurs, du fait justement de labourer profond, d'avoir une logique de recherche approfondie et forcément spécialisée, ne sont pas forcément et naturellement amenés à être de bons enseignants, surtout quand il s'agit d'abandonner la course à être une diva, et qui consiste à travailler en équipe, mettre son nom peut-être un peu en berne, et finalement construire un projet pédagogique. Et dernier point, si jamais l'enseignement n'est pas strictement le cours magistral à la française, mais un enseignement par projet, où on essaye de faire découvrir les élèves, les étudiants, par de l'application, l'enseignant assez despotique, le chercheur enseignant a tendance à imposer son cours magistral au lieu de laisser les étudiants découvrir. J'observe que ça aboutit à une difficulté des établissements privés ou publics d'enseignement d'échapper à, finalement, ça aboutit à ces établissements à faire un peu du clientélisme, à essayer d'adapter les enseignements à ce que demanderaient les entreprises ou ce que demanderait la recherche, puisque c'est comme ça que les enseignants sont notés. J'arrête là, mais il me semble qu'il y a à inventer un nouveau cursus qui amènerait à chaque chercheur, doctorant, de choisir, de pouvoir s'insérer dans des équipes et de nouveaux projets pédagogiques, et c'est loin d'être gagné. Merci. Alors, donc on va avoir deux réponses. Monsieur Ramanantsoa pour HEC. Oui. Enfin, les problèmes, les questions que vous soulevez sont, enfin, croyez-moi sur parole, ce sont en effet des questions douloureuses pour nous. Donc, voilà, je considère que c'est des très bonnes questions. Alors, élément de réponse et pas réponse immédiate. Dans l'ordre de ce que j'ai retenu dans votre question. Le premier point, si vous permettez, je pense que dans les institutions qui ont énormément changé, contrairement à ce que l'on dit, c'est les institutions, je parle de ce que je connais, c'est les institutions d'enseignement et notamment d'enseignement supérieur. Il est de bon ton d'expliquer que c'est dans l'entreprise que ces grands facteurs de changement. Il est de bon ton, quand on est un homme politique, d'expliquer qu'on va mener le changement. Et il est de bon ton, quand on est citoyen, de dire que les bureaucraties universitaires, et là je me mets dans l'université, sont les endroits où ça ne change pas. Quand vous regardez simplement les flux que l'université, que l'enseignement supérieur a été obligé de prendre en quelques 20 ans, premier paramètre, quand vous regardez sur des institutions que je connais mieux comme les écoles, la dimension internationale. Aujourd'hui, si vous regardez le nombre d'étrangers qu'on a à HEC, il y a 10 ans, on était à quasiment zéro. Vous vous rendez compte que les changements que l'on a opérés, à mon avis, sont des changements extraordinaires. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein, je vais continuer. Votre question est encore une fois très bonne, mais il ne faut pas être dans le discours circulant qui consiste à dire de toute façon, il ne bouge pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans un monde idéal, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faudrait soit que les meilleurs chercheurs soient en même temps les meilleurs enseignants, soit, si ce n'est pas le cas, qu'ils aient autour d'eux des équipes d'enseignants. Si vous regardez les institutions au monde les plus riches, elles ont ce système-là. Et elles ont un système qui, en plus, permet aux grands professeurs, chercheurs, etc., de prendre le temps d'expliquer quelle est sa recherche, quels sont ses travaux, pour qu'ensuite, alors dans le domaine de la gestion, ça s'appelle des adjunct professeurs, qui ne sont pas des professeurs, puisqu'ils ne sont que adjuncts. Ça pose deux questions. D'abord, une question de moyens, il faut pouvoir s'offrir les deux. Et pour ça, vous avez un vrai critère, regardez justement les taux d'encadrement. Je vais vous parler de ce que je connais à peu près, le mode de la gestion. Si vous prenez une institution comme l'INSEAD, qui n'est pas française mais qui est en France,
vous avez 900 étudiants, il y a 130 profs. Si je regarde l'ensemble des programmes diplômants d'HEC, que d'aucuns qualifient comme une institution riche, on a 2500 étudiants dans les programmes diplômants et on a 105 profs. C'est un problème de moyens. Et c'est une façon. Et le deuxième problème qui évidemment est compliqué, c'est que, mais ça c'est un problème de sociologie classique, c'est que dans les institutions où il y a les professeurs-chercheurs et les adjuncts qui enseignent, vous créez une collectivité où il y a des gens qui se sentent un peu des citoyens de seconde catégorie. Et donc ça pose un vrai problème de nature sociologique qui est quelquefois très dur à régler, d'autant plus que, évidemment, notamment dans les business schools, ceux qui sont adjuncts font de la formation continue. Donc c'est eux qui ramènent des revenus. Et donc ils disent aux chercheurs, t'es bien gentil, mais tu manges grâce à moi. Et l'autre lui répond, t'es bien gentil, mais tu comprends rien. Alors c'est dit évidemment plus subtilement, mais c'est quand même ce truc-là. Et donc votre question est très pertinente, et j'ai pas la réponse, quoi, hein, voilà. On y travaille, mais j'ai pas la réponse. Oui, en effet, c'est une question tout à fait centrale. Tout d'abord, je suis ferme sur un point. L'enseignement est supérieur dès lors qu'il est adossé à la recherche. Autrement, il n'est pas supérieur. En d'autres termes, j'apprends l'étape de multiplication, 2 x 2 font 4, 2 x 3 font 6, etc., etc. Ou bien j'apprends les dates de la fronde des guerres de Louis XIV, puis de Louis XV. C'est de l'enseignement secondaire. J'apprends des connaissances. Maintenant, je me pose la question de savoir si l'étape de multiplication, les nombres, reflètent une réalité qui est purement formelle, qui est création de l'homme, ou qui est indépendante de l'esprit humain. Énorme question philosophique. Ou bien je me pose la question, dans l'histoire, quelle est la part du facteur individuel, des crises économiques, ou alors, suivant Hegel, d'un mécanisme gouvernant l'histoire dans des disciplines qui sont de recherche historique, ou bien de théorie des nombres, ou bien de philosophie, d'épistémologie. L'enseignement est supérieur. L'enseignement est supérieur lorsqu'il se pose la question de la méthode permettant de parvenir à une vérité qui n'est pas connue. Pas simplement d'acquisition d'une vérité qui est transmise, mais une méthode permettant de parvenir à une vérité qui n'est pas connue. L'enseignement supérieur, c'est cela. Et quand l'enseignement ne fait pas cela, il n'est pas supérieur. C'est clair. C'est ça l'enseignement supérieur. Alors maintenant, est-ce que l'enseignement supérieur universitaire, privé ou public, peu importe, a cessé d'être le lieu important de l'innovation? Est-ce que l'entreprise n'est pas aujourd'hui le lieu de l'innovation? Là encore, il faut savoir ce dont on parle. S'il s'agit de l'innovation en recherche et développement, l'entreprise fait son job et elle innove. En revanche, et l'étude a été faite par bien d'autres que moi, les chiffres en existent. Si vous regardez, il y a quelques exceptions dans le domaine, à vrai dire, de la microélectronique, où IBM est un immense centre de recherche fondamentale. Il y a quelques exceptions. Mais très généralement, si vous regardez quelle est la source du breakthrough conceptuel, à partir duquel une connaissance est devenue valorisée, avec des brevets, avec une expansion, c'est dans 95% d'origine académique. Dans 95% d'origine académique. L'enseignement supérieur ouvre les portes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, dans le pays qui a compris le mieux cela, les pays, les États-Unis d'Amérique, maintenant la Chine, le Japon, la Corée, il y a de telles réunions d'entreprises autour des centres universitaires. C'est à cause de cela. Troisièmement, vous me dites, et vous avez raison, les brillants chercheurs ne sont pas forcément des brillants enseignants. Mais si l'enseignant n'est pas accoutumé à la recherche, il n'est pas un enseignement du supérieur. Dans mon université, j'essaye de régler le problème. Ce n'est pas facile compte tenu des traditions, et notamment que vous avez raison, la promotion des enseignants se fait avant tout sur leurs prestations de recherche. Je suis en train de mettre au point des systèmes de décharge généralisés en disant cette mission de recherche et d'enseignement est dévolue à l'équipe et non pas aux individus. Idéalement, un enseignant du supérieur est un enseignant-chercheur. Idéalement. Mais au sein de l'équipe, il peut se faire que certains se consacrent
car ils en ont plus le goût et plus la capacité à la recherche. Mais il peut se faire également que certains dans le groupe, qui font preuve d'une vraie créativité pédagogique, d'un vrai engagement, se consacrent plutôt à cette partie pédagogique du continuum. Et on reste dans l'enseignement supérieur, car l'équipe pédagogique contribue à l'enrichissement des connaissances et s'efforce de les transmettre. Merci, je suis désolé, on va devoir partir parce qu'il y a une autre conférence après nous. Donc le débat était passionnant. Merci d'être venu et merci à nos invités. Je voulais juste dire que pour ceux qui veulent, mon livre est gratuit sur le web. Il suffit de faire mon nom, vous verrez, sur Google.